Mercredi 9 juillet 2025, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour le grand rendez-vous de la chaîne citoyenne. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par la politique. Il y a encore des cases incendiées dans un village du département de la Dodé, province du Logone occidental. Selon plusieurs témoignages, des individus non identifiés ont fait irruption dans ce village et ont incendié des cases avant de se volatiliser dans la nature, ce qui remet inévitablement en cause l'accord de la réconciliation scellé il y a quelques jours entre les deux communautés. Voici à ce sujet le commentaire de la rédaction signé Lalzum Narcisse Mbainadji. L'accord de paix signé entre les communautés Peul et Ngambay n'a juste duré le temps d'un feu de paille, alors que tout le monde venait de célébrer en grande pompe cette réconciliation censée mettre fin à la belligérance entre les deux parties et rétablir la confiance entre les deux communautés qui se sont canardées dans les villages de Mandakao et de Oregomel, respectivement dans les provinces du Logone occidental et du Mayo-Kevi ouest. Ces affrontements meurtriers se sont soldés par des dizaines de morts et de blessés de part et d'autre, ce qui avait fait monter l'adrénaline de tous côtés. Il a fallu de bonne volonté des chefs traditionnels ainsi que les cadres de la province du Logone occidental de se mobiliser en offrant leurs bons offices afin de parvenir à cet accord de réconciliation que tout le monde a applaudi, à rompre les phalanges. Mais pour que cet accord tienne la route et réussisse, il fallait mettre en place des mesures coercitives, sinon efficaces et efficientes, en vue de parer à toute éventualité de vendetta de part et d'autre. Est-ce que les négociateurs ont peut-être oublié ou minimiser cet aspect? Il faut d'abord poser un préalable, celui de désarmer les deux communautés et surtout mettre immédiatement en place une force neutre ou tampon afin de scruter de près les faits et gestes des uns et des autres et permettre aux nombreux paysans qui errent en brousse pendant cette saison de pluie à regagner leur domicile afin de reprendre leurs activités agricoles. Le comité de veille également devrait être à pied d'œuvre pour le suivi des clauses de cet accord de paix. Aujourd'hui, les négociateurs ont crié rapidement victoire alors que les deux communautés sont à la merci de l'une et de l'autre et la moindre étincelle risque de mettre le feu encore aux poudres. Et pour preuve, plusieurs cases sont déjà incendiées par des individus non identifiés, laissant plusieurs familles dans un désarroi total en cette période de grande pluie. Cela est devenu viral depuis hier sur les réseaux sociaux. Comme disait un vieux dicton, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ce qui vise à prévenir quelqu'un de ne pas considérer comme acquise une chose qu'il n'a pas encore à sa possession. Alors, cet accord de réconciliation est très fragile et a besoin d'être consolidé et surveillé constamment afin qu'elle ne vole pas en éclats, car il y va de la stabilité du pays. De la politique, parlons éducation. Le président du jury a déclaré les résultats définitifs de la deuxième session du baccalauréat, session de juin 2025, toutes séries confondues. C'était hier au sein de l'Office national des concours des examens. Comparativement à l'année précédente, des statistiques montrent que les séries scientifiques tiennent à la queue du peloton. Bon nombre des Tchadiens ne sont pas satisfaits de ce pourcentage. Il est important d'avoir une réflexion approfondie au niveau du système éducatif. Écoutons Bainadi Nicolas à ce sujet. Les résultats définitifs du baccalauréat du second degré rendus publics hier ont montré que les séries scientifiques ont encore dégringolé et inquiètent plus d'un pédagogue. Depuis quelques années, on observe que le taux de réussite dans les séries scientifiques ne fait que régresser. Cette situation mérite que l'on s'y attarde un temps soit peu pour interpeller les acteurs impliqués dans le système éducatif tchadien. Il faut former des scientifiques pour garantir l'avenir du pays. Il est impératif que les responsables de l'éducation nationale à divers niveaux se réveillent de leur sommet pour inverser la tendance. Sinon, le système éducatif tchadien va à volo et demain serait trop tard. Il n'y a pas longtemps, on a créé à la peine des lycées scientifiques sans mêler une étude de faisabilité au préalable. À l'époque, c'était un projet financé par les partenaires au développement. C'est ainsi que les gens se sont précipités à l'accoutumée pour mettre la charrue avant les bœufs pour empocher, sinon se partager la cagnotte des partenaires que le pays remboursera tôt ou tard. Ils ont scindé des lycées sans mesurer les conséquences alors que l'idée était venue en son temps
temps du défunt maréchal Idriss Déby Itno, qui avait effectué une visite inopinée au secrétariat du baccalauréat et s'est rendu compte que la série A4 dominait et avait exprimé le souhait de voir les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique réfléchir et trouver une solution idoine pour permettre au pays d'avoir des scientifiques. Les responsables auraient dû analyser cette réflexion du chef de l'État et chercher des pistes de solutions, mais ce n'est pas le cas. C'est ainsi qu'ils ont lamentablement échoué dans cette confusion entre vitesse et précipitation. Il faut mettre cet échec cuisant sur le compte de l'insuffisance des enseignants dans les disciplines scientifiques. Il manque d'aujourd'hui cruellement des enseignants de mathématiques, de physique et chimie et des sciences de la vie et de la terre. La non-intégration des professionnels de l'éducation est également à l'origine du manque d'engouement des jeunes pour les séries scientifiques. Si aujourd'hui un pays comme l'Iran bombe le torse face aux puissances de feu des Occidentaux, c'est parce qu'il a passé le clair de son temps à former rien que des scientifiques. Ces scientifiques ont doté ce pays des armes nucléaires, ce qui fait des jaloux en Occident et on en veut à ce pays. Il faut que les premiers responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique prennent le problème à bras le corps en changeant de paradigme et en créant des conditions pour résoudre cette question car il y va de l'avenir du pays. Autre volet de l'actualité, après plus de 4 mois de détention, le journaliste Mono Djemba Ndigim Olivier, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays et par ailleurs correspondant de la RFI et collaborateur de la radio FM Liberté, a retrouvé son domicile dans la soirée du 8 juillet 2025. Un retour qui intervient à la suite du verdict de la Cour spéciale, le déclarant non coupable des faits qui lui sont reprochés. Majidum Alphonsine nous en dit un peu plus. C'est au quartier Ambata, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, que le journaliste Mono Djemba Ndigim Olivier a été chaleureusement accueilli par les siens. 4 mois d'absence, 4 mois d'incertitude et de lutte morale, balayé par étreinte des proches et de la solidarité des confrères venus nombreux pour saluer son retour. Visiblement en bonne santé et arborant d'un sourire serein, Mono Dji a livré un message de détermination en ces termes. Le journalisme est un engagement, une lumière apportée avec responsabilité, transparence et objectivité. C'est cela qui, aujourd'hui, me vaut cette liberté. Pour ses confrères de la radio FM Liberté, la satisfaction est grande, mais leur souhait est clair, que cette affaire soit définitivement classée sans suite dans le respect du verdict rendu par la justice. Je ne peux pas être totalement satisfait, mais parce que la justice a dit, bon, ils sont déclarés non coupables, mais il y a le doute. Donc nous, on voudrait que le dossier soit classé sans suite. Sans suite, donc ça fait notre fierté. L'accueil a pris des allures de fête, chants, danses et prières ont rythmé cette soirée de retrouvailles. Dans un élan collectif de reconnaissance envers Dieu, la famille, encore marquée par les épreuves, exprime une gratitude palpable entre larmes et l'étreinte. L'émotion est d'autant plus forte que cette incarcération a plongé le foyer dans une détresse morale et sociale. Dès le début, tout le monde sait que c'était une arrestation arbitraire et nous voilà aujourd'hui la victoire. Donc on dit merci à tout le monde. Là, ça a rendu et que la justice a vraiment été faite. Nous remercions tous les avocats et tous les journalistes qui nous ont laissé de tous côtés. Nous remercions aussi les parents. Le sentiment, c'est d'abord sa liberté retrouvée. Chose difficile à gérer quand on est entre les 4 murs. Il a retrouvé sa liberté. C'est déjà une grande satisfaction pour la famille. Nous sommes venus ce matin, c'est pour témoigner cette reconnaissance à Dieu. Parce que sans son intervention, on n'en arriverait pas à ce résultat. Pour mémoire, Mono Djemba Ndigim Olivier a été accusé d'intelligence avec les puissances étrangères. Après 3 audiences devant la Cour spéciale, il a été reconnu non coupable, au même titre que ses co-accusés. Désormais également libre pour la presse tchadienne, ce retour est non seulement un symbole, mais aussi un engagement à poursuivre le combat pour la liberté d'informer.
En société, les autorités communales de la ville de N'Djamena ont mis en place plusieurs mesures visant à assainir les marchés depuis quelque temps. Malgré ces mesures, l'insalubrité continue de battre son plein dans certains de nos marchés de la capitale. Le sujet a inspiré notre reporter Koinito Janet. Voici son constat. Odeurs nauséabondes, des fruits et légumes en décomposition, des déchets de tout genre entassés, ça et là, telle est l'atmosphère qui prévaut dans les environs de certains marchés de la capitale. Cette situation désastreuse est due à l'incivisme persistant de certains commerçants qui n'hésitent pas à jeter des ordures en pleine voie publique. Le phénomène ne cesse de s'amplifier, affectant presque tous les marchés de la ville. Il n'est pas rare de voir ces ordures déborder des espaces marchands pour envahir les rues. Ce comportement négligent, souvent motivé par la commodité immédiate, expose directement les consommateurs à des risques sanitaires. Des produits alimentaires sont parfois installés à proximité de ces déchets, sans aucune considération sur la santé publique. Au-delà de la simple question d'hygiène, cette situation relève un véritable défi de gouvernance urbaine. Si les autorités locales ont leur part de responsabilité en matière de gestion et suivi, il est tout aussi urgent d'interpeller la conscience citoyenne. Un marché propre commence par des gestes simples. Utiliser les bacs prévus, respecter les règles établies et sensibiliser les autres à en faire autant. Tant que chacun ne prendra pas part à cet effort collectif, les initiatives institutionnelles resteront insuffisantes face à l'ampleur du problème. Koinito Janet, merci pour ce reportage. Et société, puisqu'on en parle, restons-y pour dire qu'au Tchad, comme dans d'autres pays, l'on constate que dans les diplômes, il est fait mention que le détenteur a été jugé digne. Mais force est de constater que ces détenteurs des diplômes n'arrivent pas à convaincre sur le terrain. Cela remet en cause leur diplôme. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Molian Evelyne nous en dit un peu plus. On lit souvent sur les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur et professionnel que l'impétrant a été jugé digne d'obtenir le diplôme. Mais que constate-t-on sur le terrain? Le détenteur du diplôme est souvent incapable de prouver qu'il a dignement obtenu ces derniers. Parfois, il expose au grand jour ses défauts et ses incompétences. Certains sont même incapables de construire une phrase en français. Pire encore, ceux qui enseignent à nos enfants affichent leur incapacité à transmettre le savoir-faire et le savoir-être. Le constat est réel, mais cela n'interpelle personne. Dans certaines institutions, la théorie prend le pas sur la pratique. Certains apprenants mémorisent plutôt les informations pour les examens, mais ne développent pas la capacité nécessaire pour appliquer ces connaissances dans la pratique. Dans certains cas, il y a des apprenants qui trichent ou encore ceux qui achètent des diplômes pour se faire une place quelque part. La question qui reste souvent dans les esprits est-ce que la pression parentale qui pousse ces derniers à choisir des filières qui dépassent leurs capacités intellectuelles, ou est-ce par civisme? Nos jeunes frères, titulaires de diplômes tels que le baccalauréat, la licence ou les attestations de fin de formation, ne semblent pas valoriser la légitimité de leur qualification. Obtenir un diplôme ou une attestation est une bonne chose, mais sa valorisation en est une autre. La meilleure approche serait de faire un choix éclairé dans un domaine sans contrainte. Les perles à la hanche étaient portées par nos mamans avec pudeur et dignité. Cela est un symbole de féminité discrète. Ces accessoires, souvent faits de matières naturelles ou précieuses, a perdu son sens de nos jours. Les filles les portent comme un simple accessoire de beauté. Koinito Janet nous revient encore une fois de plus. Dans plusieurs cultures africaines, la perle de hanche symbolisait la féminité, la fertilité, la sensualité maîtrisée et parfois même le statut matrimonial. Ces perles étaient des trésors intimes portés à l'abri des regards, révélés seulement dans l'intimité ou lors des rites culturels bien précis. Mais aujourd'hui, cette pratique semble avoir perdu toute sa charge symbolique pour se transformer en une simple tendance esthétique. Les jeunes filles les exhibent fièrement, parfois même dans des tenues volontaires provocantes, comme si montrer ces perles équivalait à afficher une certaine forme de liberté ou de sexualité assumée. On est alors en droit de se demander, sommes-nous encore dans la continuité d'un héritage culturel ou bien dans une forme de dépravation des mœurs sous le couvert de modernité, là où nos mères associaient ces ornements à la pudeur, à la préparation au mariage et à l'éducation sexuelle
sexuelle encadrée, certaines jeunes filles d'aujourd'hui les portent comme un accessoire de séduction, en pleine rue ou sur les réseaux sociaux, souvent déconnectés du sens initial. Il ne s'agit pas ici de juger l'esthétique ou la liberté d'expression, mais de rappeler que toute tradition a un fondement, une valeur, une histoire. La banalisation ou la déformation de ces symboles sous l'influence des modes actuels pose la question de notre rapport à notre héritage culturel. Le célébrons-nous ou le travestissons-nous? En somme, les perles à la hanche ne sont pas le problème, c'est plutôt l'intention qui les accompagne et le contexte dans lequel elles sont portées qui interpelle. Il serait peut-être temps de renouer avec la sagesse de nos mères qui savaient que la beauté se portait avec décence et que tout ce qui est précieux ne se dévoile pas à tous. Merci de continuer de suivre cette édition. Après l'adoption du projet de loi portant dissolution de la ST2E, les sénateurs ont en leur deuxième session plénière adopté la loi portant restructuration de la CPA. C'était ce matin au Palais des Arts et de la Culture. La séance a été dirigée par le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi. Mistangar Victor était de la partie. Suivez son reportage. Fini la concurrence déloyale dans l'approvisionnement et le stockage des produits pharmaceutiques au Tchad. Désormais, seule la centrale pharmaceutique d'achat qui détient le monopole. Les sénateurs viennent de donner un coup de pouce à la loi portant restructuration de la CPA avec une loi qui garantit son exclusivité dans la livraison des produits médicamenteux et les réactifs de laboratoire au Tchad. Le Sénat a adopté le projet de loi de modification sur la loi numéro 024, c'est bien ça, portant évidemment la restructuration de la centrale pharmaceutique d'achat. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim Mamad, seul contre 69 sénateurs, a démontré point par point l'importance de voter cette loi qui vise essentiellement à assurer une couverture sanitaire à tous les citoyens, conformément à la vision des hautes autorités du pays. La question des médicaments est une question de priorité nationale, c'est une question de sécurité nationale. D'où l'intérêt de s'aligner sur la vision du président de la République, qui consiste à moderniser le système de santé. On ne peut pas moderniser le système de santé sans avoir une cohérence dans les 6 piliers du système de santé. C'est pourquoi nous avons estimé logique de revoir cet article pour sauter les verrous afin de pouvoir assurer la disponibilité, l'accès en permanence des médicaments sur la chaîne pyramidale sanitaire. Cette modification vise essentiellement à apporter un correctif des missions dévolues à la centrale pharmaceutique d'achat, qui est l'instrument de mise en œuvre de notre politique nationale de santé. Dans des échanges, les sénateurs ont émis quelques préoccupations au ministre. La rupture des médicaments par moment dans les pharmacies, comment rendre disponibles les médicaments dans les hôpitaux et centres de santé provinciaux, certaines pharmacies qui s'approvisionnent dans les marchés, la mise en circulation des médicaments périmés sont entre autres les préoccupations des sénateurs. Dans un élan évasif, le ministre de la Santé a rassuré les sénateurs que désormais tous les produits et kits liés à la santé relèvent de la compétence de la centrale pharmaceutique d'achat. Mistangar Victor, dans les confins de la province du Guéra, précisément dans la localité de Golanty, se dresse un établissement de santé qui incarne l'espoir. Le centre de santé de Golanty, inauguré en 2015 pour répondre aux besoins sanitaires d'une population estimée à environ 5364 âmes, ce dit centre de santé communautaire fonctionne grâce à l'appui de l'UNICEF avec le financement du gouvernement allemand. Écoutons à ce sujet Nepidimba Etiana et Mistanga Victor. Lieu de recours quotidien pour des centaines de patients, le centre de santé de Golanty assure une prise en charge de proximité en offrant un éventail de soins de base. Il s'articule autour de plusieurs services clés: vaccination, consultation prénatale, accouchement, planification familiale, petite chirurgie et analyse biologique. Malgré un personnel réduit, comme c'est souvent le cas dans les structures de premier niveau, les agents de santé déployés font preuve d'un engagement remarquable. L'intervention de l'UNICEF sur le fonds allemand a permis une amélioration significative
significative de la qualité des soins, contribuant ainsi à inverser des indicateurs sanitaires jadis préoccupants. Les données ne sont pas bien, mais avec l'intervention de l'UNICEF, l'augmentation de la CPN a augmenté de 50 à 99%. Et les taux d'accouchement avant c'est 20, maintenant c'est 70%. Les taux de vaccination de 85 à 100%. L'AME, c'est-à-dire l'allaitement maternel exclusif, en zone A, c'est 85%. Et les taux de malnutrition a chuté. Par ailleurs, une équipe médicale en provenance de Mongo assure régulièrement 2 fois par mois les consultations prénatales, renforçant ainsi l'offre de soins au bénéfice des femmes enceintes de la région. Bien que, confronté à certaines contraintes, le personnel de santé de Golonti demeure un acteur incontournable dans la prise en charge des besoins sanitaires de la communauté. Dans le cadre de la CPN, non, il n'y a pas un appui. Sinon, c'est les AC qui sont là ici. Les agents de santé communautaire, vous avez vu ces gens-là, c'est eux qui mobilisent les gens avec la sensibilisation. Nous, on les informe 2 jours à l'avance pour dire qu'on va venir faire maintenant la stratégie avancée et ils font la sensibilisation. Et ils prennent quand même en charge les 3 maladies tueuses de l'enfant. La diarrhée simple, la pneumonie simple, le paludisme simple, et ils prennent en charge. Et les cas graves, ils nous réfèrent au niveau des centres de santé là-bas. Et dès qu'il y a un problème, ils nous appellent aussi. Ils signalent. Avant tous ces gens-là, ils les réfèrent au niveau de l'hôpital. Et il y a beaucoup de cas de décès. Pour accéder maintenant à l'hôpital même, c'est un tas de problèmes. Et quand tu arrives là-bas, il faut faire les examens. Après, tu n'as pas les moyens de payer les médicaments. Et ici, ils ont les médicaments à leur main. Ils traitent les maladies simples. Donc, ils nous épargnent quand même de quelque chose. Pour que le centre de santé de Golonti poursuive sa noble mission et élargisse son impact sur les populations environnantes, un renforcement en matériel logistique et humain s'avère indispensable. Ce centre, véritable cheville ouvrière de la santé locale, mérite une attention soutenue pour continuer à sauver des vies et semer l'espoir dans cette région enclavée. Dans le même chapitre, la candidose cutanée est une infection fongique plus fréquente chez les nourrissons. Elle est causée par le champignon Candida albicans et se manifeste par des rougeurs sur la peau. Cette maladie suscite des interrogations chez les mères allaitantes. Écoutons à ce sujet un reportage de Vunba Keabwe avec le récit d'Alphonsine Madjiloum. La candidose cutanée se manifeste par des rougeurs, des irritations et des lésions sur la peau, notamment dans les zones de plis comme les fesses, l'aine et les aisselles. Les causes de cette maladie sont liées aux couches humides ou sales qui favorisent la prolifération du candida, surtout chez les nourrissons. De plus, la prise d'antibiotiques par les mères allaitantes peut perturber l'équilibre bactérien qui favorise la croissance de ce champignon. Ne devrions-nous pas également mentionner que l'alimentation des mères allaitantes pour causer cette maladie? De nombreuses mères allaitantes ne connaissent pas les causes de cette infection, ce qui inquiète presque toutes. Selon nos recherches, la candidose cutanée chez le nourrisson provoque des démangeaisons, mais elle est traitable à condition que les mères consultent un médecin en amont pour diagnostiquer précoce et un traitement adopté, associé à une bonne hygiène, ce qui permet généralement une guérison rapide. Il est important que les mères prennent conscience de cette maladie en consultant un médecin en cas de doute ou si les symptômes persistent chez le nourrisson. Un traitement d'antifongique local associé à une bonne hygiène est également efficace pour la traiter. Lors de nos prochaines investigations, nous y reviendrons en nous appuyant sur l'avis des médecins généralistes pour apporter des éclaircissements sur les causes de la candidose cutanée. Hors de nos frontières, le paysage politique camerounais est en pleine effervescence à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. D'après les rumeurs d'une éventuelle candidature de Paul Biya, âgé de 92 ans, le président Biya est au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, relance le débat sur la nécessité d'une alternance au sommet de l'État. Josephine Nabi nous en dit davantage.
À 3 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, le Cameroun entre dans une zone de turbulence politique inédite. La confirmation de la candidature de Paul Biya, âgé de 92 ans, à un 8e mandat, suscite autant de crispations que de fractures au sein du pouvoir. Entre défections ministérielles, cacophonie au sommet de l'État et montée des revendications pour une transition démocratique. Le pays semble à la croisée des chemins. La cacophonie gouvernementale entre déclarations triomphalistes et propos mesurés trahit une vérité plus profonde. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, montre les signes de fissuration. Certaines figures historiques se détachent pour incarner une voie alternative. Le parti au pouvoir reste officiellement aligné derrière Paul Biya. Conformément à ses textes statutaires, Jacques Famdongo, porte-parole du parti au pouvoir, a déclaré que le président va l'annoncer bientôt. Il s'agit de sa candidature. Mais cette assurance est contredite par les propos prudents de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, qui évoque une probabilité de 50-50. Ces divergences au sommet renforcent des interrogations sur la solidité de la ligne politique du RDPC. En parallèle, la rupture de Issa Choroma Bakare, président du parti FSNC, et Bello Bouba Maïgari, président du parti UNDP, désormais candidat déclaré à la présidentielle, ont sémé le moins, notamment dans les régions septentrionales, longtemps considérées comme des bastions fidèles du pouvoir. Ces zones affichent aujourd'hui leur lassitude face à l'absence de réponse aux urgences sociales et économiques. L'enjeu dépasse désormais la personne de Paul Biya. Il touche au modèle de gouvernance, à la crédibilité des institutions et à la capacité du pays à entrer dans une nouvelle ère. À l'heure des choix décisifs, le silence prolongé de Paul Biya n'est plus une posture. Il est devenu une réponse, peut-être la plus inquiétante de toutes. En attendant, nous rappelons que la date limite de dépôt des candidatures est fixée entre le 18 6e mois 2025 et le 28 7e mois 2025 selon l'article 86 du Code électoral. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à nos auditeurs de la radio IFM. Restez en compagnie des nôtres pour la suite de nos programmes. Thank you.